Créée en 1948, l'Organisation mondiale de la santé fait partie de l'ONU et réunit 197 États membres. Cette institution a pour objectif d'amener tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible. Depuis 2007, sa directrice générale est le Dr Margaret Chan. L'OMS est financée par des contributions des États membres et d'autres donneurs comme des ONG, certaines industries pharmaceutiques ou encore des fondations caritatives telles que la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Rockefeller. Son budget annuel est d'environ 4 milliards de dollars. Le budget de l'OMS pour le monde entier, c'est le budget de l'hôpital cantonal de Genève. Ça vous donne une petite idée de ce que nos gouvernants sont prêts à mettre pour la santé du monde. Alors malgré ça, c'est un endroit où tous les décideurs, tous les ministres de la Santé ou leurs représentants viennent discuter des risques et sont en dialogue avec l'OMS. Donc l'OMS a une porte ouverte sur l'ensemble des ministres de la Santé du monde entier. Les maladies non transmissibles sont l'un des grands défis du XXIe siècle dans le domaine de la santé et du développement. Dans une large mesure, ces maladies sont dues à des facteurs de risque comportementaux, omniprésents dans la transition économique, l'urbanisation rapide et les modes de vie modernes. Il s'agit du tabagisme, de la mauvaise alimentation, de l'exercice physique insuffisant et de l'usage nocif de l'alcool. Les maladies non transmissibles sont la première cause de décès dans le monde. En 2012, elles ont été à l'origine de 38 millions de décès, ce qui ne représente pas moins de 70% de la mortalité mondiale. Après, il y a des risques qui sont d'autre nature, c'est les pesticides sur l'alimentation, c'est le risque environnemental lié aux carburants et à leur combustion, à la production d'énergie. Donc on est environné de risques. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que c'est tellement multiple que la mise en évidence de ces risques, elle peut prendre 30 ans. Et du coup, on a un retard à l'allumage qui fait que tout d'un coup, des années après, des centaines de milliers de personnes meurent d'une exposition à un risque antérieur. Comment éviter ça pour le futur? C'est très difficile. Et le dialogue avec les producteurs de ces risques, qui ne produisent pas, ils font pas volontairement de l'empoisonnement des citoyens, mais le dialogue avec eux est quand même difficile parce qu'on touche à leur liberté d'entreprendre et de distribuer, et ils n'aiment pas ça. Les épidémies et les nouvelles infections émergentes sont toujours d'actualité. Elles menacent non seulement la santé des populations du monde entier, mais aussi les déplacements et les échanges commerciaux au sein du village planétaire. La mondialisation, le changement climatique et l'extension des mégapoles accroissent le risque de propagation rapide des maladies. Du fait des nombreux procédés industriels, de la déforestation et de l'urbanisation, les contacts sont aussi plus étroits entre l'homme et les animaux, dont les agents pathogènes ont davantage l'occasion de franchir la barrière des espèces. Cette mondialisation, alors, elle prend plusieurs formes. Il y a malheureusement une mondialisation des risques. Les petites bêtes se promènent et on peut mettre toutes les frontières qu'on veut, ça ne change rien. Les risques chimiques ou physiques se promènent. Tchernobyl et son nuage radioactif qui contournait la France a fait rire beaucoup de monde. Après, il y a les produits et les services. Et par exemple, les produits de santé, les médicaments, le matériel, etc., aujourd'hui, c'est mondialisé. Il n'y a pas un produit made in France dont on peut dire on fait tout nous-mêmes, on est sûr que de l'endroit d'où ça vient. Il y a des petits bouts qui viennent, alors un petit bout qui vient de Chine, un petit bout qui vient d'un autre pays européen, un petit bout qui vient de là. Et donc cette mondialisation, elle existe déjà. On en a besoin. Comment est-ce qu'on la contrôle mieux? Comment est-ce qu'on veille à ce qu'elle se passe bien? Ça, c'est un vrai sujet qui implique de sortir de nos frontières pour s'en occuper. Le changement climatique influe sur les déterminants sociaux et environnementaux de la santé. L'air pur, l'eau potable, la nourriture en quantité suffisante ou encore la sécurité du logement.
On estime que le coût des dommages directs pour la santé se situera entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030. La santé est impactée par le changement climatique et elle l'est déjà. C'est-à-dire qu'il y a les grands événements climatiques qui sont les inondations, les ouragans, les tempêtes diverses et variées, les réchauffements qui peuvent altérer la possibilité de manger correctement. Enfin, mais il y a déjà des actions à prendre aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour que dans les impacts des changements climatiques et des climats extrêmes tels qu'on les connaît, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Par exemple, est-ce que notre système de santé, est-ce que nos hôpitaux sont résilients à des tempêtes? Est-ce que s'il y a une tempête, on peut imaginer qu'un hôpital, ça arrête de fonctionner? Ou bien qu'on arrête de pouvoir fournir les produits de santé dont une région a besoin? Ou bien que l'alimentation de base de toute une région disparaisse parce qu'il y a un événement climatique et que les gens meurent du coup de famine. Donc toutes ces questions-là sont posées par l'OMS en disant c'est très bien d'avoir des négociations sur l'arrêt du changement climatique pour le futur, sur l'énergie, sur tout ça, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'aujourd'hui même, on prenne des mesures dans toutes les sociétés pour dire est-ce qu'on est capable de gérer les événements climatiques extrêmes pour éviter que ça provoque des problèmes de santé, des décès dans la population.